Au départ, c'était un peu comme une histoire d'amour. Les smartphones ont débarqué dans nos vies en 2007. Depuis, nous sommes inséparables. Nous les sortons plus de 220 fois par jour pour y passer entre 2 et 3 heures. Mais notre relation serait toxique. Dépendance, troubles du développement ou du langage, les écrans auraient des conséquences néfastes sur notre santé et surtout sur celle de nos enfants. Certains dénoncent même un scandale sanitaire. Nous nous sommes tant aimés, mais les écrans vont-ils nous faire du mal? Novembre 2017. Sean Parker, ancien président de Facebook, fait une troublante confession. Depuis le début, son objectif était de nous rendre accros. Toute notre réflexion était la suivante. Comment est-ce que nous pouvons vous prendre le maximum de temps et d'attention possible? Ça veut dire que nous devons vous envoyer un petit shoot de dopamine de temps en temps quand quelqu'un aime ou commente l'une de vos photos ou un post. C'est censé vous amener à vous investir encore plus pour obtenir encore plus de likes ou de commentaires. En fait, c'est une boucle de validation sociale. Cette boucle se base sur un modèle de psychologie comportementale baptisé Hook, hameçon en anglais. Le processus est le même pour toutes les applications. Harponner l'utilisateur en multipliant les récompenses. Un commentaire, un message, à chaque notification, notre cerveau sécrète de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir. Mais en grande quantité, la dopamine peut générer des addictions. C'est ce qui se produit avec des substances comme la cocaïne. Chercheur en neurologie, le docteur Van Noot pointe des similitudes préoccupantes entre drogue et écran. On a dans sa poche, sur son bureau, dans son salon, des outils, plein d'outils, qui nous permettent à volonté de libérer de la dopamine. Alors évidemment, je répète, pas dans le même profil que ce que peuvent induire les substances addictives classiques. Mais quand on est capable de consulter son téléphone 10 fois par jour, 100 fois par jour, 200 fois par jour, on va avoir des libérations qui vont être extrêmement fréquentes. Et c'est d'autant plus important que nous, on a montré au laboratoire récemment qu'une seule augmentation de dopamine au sein de ces circuits de récompense change les connexions entre les neurones de manière durable. Qu'est-ce que vont donner ces augmentations répétées? On n'en sait rien pour le moment, on n'en sait rien. Ce que l'on sait en revanche, c'est que notre dépendance est contagieuse. Car nos enfants sont avant tout des imitateurs, comme le rappelle ce psychiatre. Si un parent est toujours en train de frotter son smartphone, va chercher son bébé à la crèche en frottant son smartphone, frotte son smartphone pendant le repas du bébé, le bébé ne va avoir qu'une idée en tête, c'est de prendre le premier smartphone qu'il voit et de le frotter. Si inversement un parent entrait dans la chambre de son bébé en jonglant avec 3 balles, on verrait vite que le bébé n'a qu'une idée en tête, c'est d'apprendre à jongler. Mais les enfants ne jonglent plus. Le temps qu'ils consacrent aux activités physiques s'est effondré, quand celui passé devant les écrans augmente chaque année, 3 heures par jour en moyenne. Créé il y a un an, ce collectif rassemble des professionnels de la petite enfance alertés par l'omniprésence des écrans. Maintenant, je fais de la prévention à la naissance. Donc je vois des enfants qui vont très bien, donc je vois des nouveau-nés, a priori, qui vont aller très bien, et je dis sur mon ordonnance, pas de télévision allumée quand l'enfant est dans la pièce, n'allumez pas votre smartphone ou votre tablette, ne l'utilisez pas quand votre bébé est dans vos bras, parce qu'elles le font tout le temps, en permanence. C'est une urgence sanitaire. Et la situation s'aggrave. Selon des chercheurs britanniques, les 3/4 des bébés de plus de 6 mois manipulent un smartphone tous les jours, avec des conséquences délétères. À haute dose, les écrans entraînent des retards de langage, des problèmes de motricité ou des troubles de l'attention. Le docteur Ducanda reçoit régulièrement des enfants en grande difficulté. Axel a 2 ans. Il y a quelques mois, il a cessé de parler et de répondre à son prénom. La seule chose qui l'intéressait, c'est du réveil. Tout de suite, soit il allait allumer la télé, parce qu'il s'est allumé la télé tout seul. Ils font très soit vite il ça. allait sur YouTube, il s'est abonné à des chaînes. Moi, il m'étonnait. Je pensais qu'il était... Ça l'éveillait, moi, à la base. Alors le smartphone, il a commencé à quel âge? Tout bébé, on lui mettait des berceuses sur le téléphone. À quel âge vous avez commencé à l'endormir avec le smartphone? Très jeune. Bon, on va dire 6 mois. D'accord. Des enfants comme Axel, le docteur Ducanda en reçoit chaque semaine. Elle observe des résultats catastrophiques sur leur développement. L'enfant, tout petit,
il a besoin d'interagir avec son environnement en 3 dimensions avec ses 5 sens. On se rend compte en touchant la pomme qu'elle a un volume, qu'elle a un poids. C'est primordial pour que le cerveau établisse les bonnes connexions cérébrales. Et vers 12-18 mois, il y a un élagage synaptique qui se fait. C'est-à-dire que le cerveau va supprimer toutes les connexions cérébrales qui n'ont pas été assez stimulées. Donc si l'enfant n'a pas assez touché, assez interagi avec ses parents, assez bougé avec son corps, assez senti une pomme, tout ça, ça va se supprimer. Et il va garder les connexions cérébrales, les stimulations les plus fréquentes, donc celles de la télé, celles des écrans, qui sont les plus mauvaises. Axel a été diagnostiqué autiste. Plusieurs facteurs peuvent déclencher cette maladie. Mais selon le docteur Ducanda, les écrans ont probablement joué un rôle majeur. Les troubles autistiques sont des troubles de la relation. L'enfant ne s'intéresse pas, ne cherche pas le contact de ses parents, ne fait pas de câlin, ne va pas lui apporter un petit objet. Il ne s'intéresse qu'à l'écran, c'est exactement ce qu'on voit. Donc c'est vraiment catastrophique au moment où le petit enfant ou le bébé doit développer une relation privilégiée d'attachement à son parent, il établit une relation avec l'écran. Malgré les alertes des médecins, le business des écrans pour enfants grandit. Plus de 400 000 tablettes juniors sont vendues en France chaque année. Des milliers d'applications visent directement les tout-petits. Martin Poix a créé l'une d'entre elles. En 2016, l'entrepreneur a lancé Kidjo, une application qui propose des vidéos aux enfants de 1 à 7 ans. On est des parents, on est tous très occupés et on a besoin aussi de se libérer un peu de temps. Donc il y a eu un vrai effort qui a été fait sur l'ergonomie et l'enfant justement se sent responsabilisé parce qu'il est capable d'utiliser l'application seul sans avoir son parent qui est derrière. Les parents peuvent contrôler à distance le contenu des vidéos ou le temps de visionnage. Une aberration pour les psychiatres qui recommandent de bannir les écrans avant 3 ans. Martin Poix met-il les enfants en danger ? À mon sens, c'est un faux débat parce que moi j'ai grandi avec la télévision et je pense que c'était exactement le même discours qui était tenu. Les tablettes et les smartphones sont très très utilisés, mais une fois de plus, c'est la responsabilité des parents de faire en sorte que les enfants ne soient pas exposés ne soient pas constamment derrière leur téléphone. Mais les parents ne sont pas les seuls responsables de leurs enfants, car les petits passent la majeure partie de leur temps à l'école. Mais là aussi, le loup est dans la bergerie. Si, vas-y. On va pas te mordre la tablette. Depuis 2015, l'État et les collectivités ont cofinancé plus de 220 000 tablettes dans les écoles et les collèges. Véronique Favre a été l'une des premières enseignantes à les utiliser, mais avec parcimonie. Qu'il soit accro à la tablette dans ma classe, ça va pas être possible dans la mesure où je suis responsable des apprentissages et donc ils vont pas y passer la journée. Le maximum, ça va être un quart d'heure, 20 minutes et encore pas tous les jours. On sait juger quand on aura besoin d'une ardoise normale, quand on aura besoin de construire avec des machins comme ça, avec ses doigts en 3D et avec ses petites mains. Pour moi, le numérique, c'est une des entrées de ce que je propose dans ma pédagogie. Peut-on vraiment apprendre avec une tablette ? Cet orthophoniste n'est pas d'accord. Est-ce qu'on est vraiment sur des objectifs pédagogiques en fait pour les enfants ou est-ce qu'on est sur vraiment le confort en fait de l'enseignant ? Je pense que cette réflexion globale au niveau de l'école doit être posée aussi, quoi. Qu'est-ce que la tablette apporte de spécifique à l'enfant ? Sincèrement, moi, j'ai pas d'idée. Des idées, le gouvernement, lui, semble en avoir. En 2016, il a investi 30 millions d'euros pour tester les vertus de l'éducation numérique sur 18 000 élèves. Une étude que le classement international PISA a déjà faite. Leur conclusion, l'apport des écrans à l'école est mitigé au mieux. Pendant que le loup n'y est pas, si le loup y était, il nous mangeait.